Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, nous sommes le 24 mars 2023 et vous écoutez le Café de l'e-commerce, saison 4, épisode 148. Je suis Adrien et je suis accompagné de Laetitia. Hello à toutes et à tous, le Café de l'e-commerce c'est votre podcast préféré que vous écoutez en train de nettoyer des débris, de passer en force votre projet de loi ou tout simplement en comptant les années qui vous séparent de la retraite. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre-douce, incisif mais jamais méchant. Sarcastique, impertinent, rageux, têtu, mauvaise langue, provocateur, rebelle, oui, mais méchant, non. En tout cas, toujours feel good. LCDE vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, des news intelligentes, génératives et artificielles. On vous prépare aussi un débat sur l'IA. On a nos grandes box posées par terre, on les sort tout à l'heure. Et comme à chaque fin d'émission, on termine avec du fun dans la rubrique Panier Surprise. Laetitia, Adrien, prêt. Synchronisation des montres. Vous êtes plus chargé qu'un Boeing 747 en plein décollage? Vous avez l'impression que votre to-do list est plus longue que la Grande Muraille de Chine? Pas de panique, la rubrique News simple et funky est là pour vous sauver la mise. On a sélectionné tout ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'e-commerce, des infos chaudes, croustillantes, intéressantes à ne pas rater, mais aussi des news fun et parfois carrément what the fuck. Vous trouverez le détail de ces informations dans la description de l'épisode. Allez, préparez-vous à embarquer pour un voyage dans l'univers déjanté et agité du commerce en ligne. Inditex, maison mère de Zara, accroît ses ventes avec un CA de plus 17,5% en 2022 par rapport à 2021. Ils ont annoncé qu'ils ont 4 focus pour 2023. Le produit, l'expérience client, la durabilité et les employés. Et l'e-commerce progresse de 4% et il représente aujourd'hui 24% du total des ventes du groupe Inditex. Ils y croient encore. Le groupe Casino déploie 2 nouvelles opérations dans The Sandbox. Depuis hier, le jeudi 23 mars, le jeu vidéo de Sandbox organise une opération baptisée French Weeks, durant laquelle 2 enseignes du groupe Casino et Leader Price, participent. Déploiement d'une centaine de drones autonomes chez Ikea pour l'inventaire des stocks. L'impact, c'est l'amélioration de la précision et le bien-être aussi des employés qui devaient le faire manuellement jusque-là. Et cette initiative s'inscrit dans la transformation des magasins en centre de vente omnicanal avec des investissements dans la technologie pour réduire les coûts et offrir un meilleur service aux clients. Temps sombre pour les dark stores. Le Conseil d'État somme Gorillaz de fermer 9 de ses dark stores à Paris. Les dark stores, je vous le rappelle, sont des sociétés de quick commerce. On les a déjà bien définies ici dans le café de l'e-commerce. Et le Conseil d'État a estimé qu'il s'agissait bel et bien d'entrepôts. En tout cas, pour la ville de Paris. Et donc, la ville de Paris a le droit de les réguler comme tel. Le jugement a été rendu le 23 mars. On attend pour les autres villes. Google a identifié plusieurs applications développées par le chinois Pinduoduo, c'est un géant chinois du e-commerce, on en a souvent parlé, comme étant des logiciels malveillants. Ces applications exploiteraient des failles identifiées par Google et elles permettraient de monitorer notamment les utilisateurs. L'enquête est toujours en cours. Les États-Unis exigent de ByteDance la vente de TikTok. L'ultimatum a été lancé par l'administration de Biden à TikTok. Eh bien, il faut vendre ou complètement interdire l'application sociale de partage de vidéos sur le territoire américain. L'application est en effet considérée comme une menace pour la sécurité nationale car elle collecte les données des utilisateurs américains et peut potentiellement influencer une élection. Tiens, c'est rigolo ça. Un rapport sur le profil des utilisateurs de paiement fractionné. BNPL en anglais, français, il y a un acronyme, Licia, je ne me souviens plus. Non, je pense pas. Non, on dit acheter juste paiement fractionné, ouais, c'est plus ça. Tard. Ouais, non, je crois pas. On va dire BNPL. Donc, il y a un rapport, on vous a mis le lien. Ces acheteurs étaient en moyenne beaucoup plus susceptibles d'être fortement endettés, d'avoir des impayés sur des produits de crédit traditionnels et d'utiliser des services financiers à taux d'intérêt élevés. Ils ont un taux d'utilisation des cartes de crédit plus élevé et des scores de crédit plus bas. Ils ont une utilisation plus élevée de produits de prêt avec des prêts personnels, des dettes étudiantes ou des prêts automobiles. Et le profil type des utilisateurs, alors ça touche toutes les couches de population, tous les âges, mais il y a un profil qui est plus représenté ou surreprésenté, sont les blacks, les hispaniques et les femmes, des revenus entre 20 000 et 50 000 $ et des jeunes, en tout cas des personnes qui ont moins de 35 ans. On pourra analyser tout ça. C'est une cible quand même assez fragile et quand on disait, je sais pas, au micro ou en tout cas en off, que ces solutions-là, c'est du crédit, ça sert un peu sur la misère des personnes. Donc d'un côté, on a des personnes qui ont accès à des produits qu'elles pourraient pas, donc on les aide, mais d'un autre côté, il faut les protéger et réguler tout ça. On précise que c'est un rapport américain.
Mondial Relais développe ses lockers de ville. Eh bien, ces lockers de ville, vous les avez peut-être déjà vus. En tout cas, Amazon les a déjà mis en place. Maintenant, c'est Mondial Relais qui le fait. C'est mis en place en partenariat avec des collectivités locales et propose aux riverains un réseau de proximité et pratique pour déposer et retirer ses colis. PrestaShop a lancé son offre Cloud PrestaShop Edition. Alors, la date date d'il y a 2 semaines. Je l'ai complètement loupé, donc je reviens dessus, mais à coup de pas. C'est clairement une offre qui est concurrente, qui se positionne comme un concurrent de Shopify, surtout pour les nouveaux clients qui souhaitent aller vers du PrestaShop, qui veulent une solution tout inclus, sans engagement, à partir de 24 € hors taxe par mois. L'hébergement se fait sur OVH. Il n'y a pas de migration automatique qui est possible depuis un hébergeur tiers vers PrestaShop Cloud, mais tu peux toujours migrer les données. L'installation, il y aura un App Store. L'installation des modules non validés, c'est plus difficile, voire impossible pour le moment. Et donc, on n'est pas sur du SaaS. C'est pas non plus juste de l'hébergement, parce qu'il y aura des services, il y a des plugins, ou en tout cas des services qui sont inclus, comme le paiement. Il me semble que c'est PayPal. La logistique, je crois que c'est la Poste. C'est intéressant de voir que PrestaShop se positionne enfin sur du cloud. On n'est pas sur du SaaS. Il faudra voir quel est l'impact avec son écosystème. C'est ses partenaires notamment qui hébergeaient, qui faisaient de l'infogérance pour leurs clients, à voir si ils vont continuer à persister et puis aller vers des offres full SaaS, mais ça va être très difficile de maintenir ces différentes solutions. Et on a vu déjà avec Magento l'effort et les investissements qui ont été faits. Parfois, il faut peut-être même repartir de zéro. En tout cas, on va suivre ça et bien jouer à PrestaShop pour le lancement de cette nouvelle offre. La CNIL dévoile ses 4 dossiers prioritaires pour 2023. Lesquels sont-ils ? Eh bien, l'utilisation des caméras intelligentes dans les espaces publics. Et oui, les Jeux Olympiques de 2024 arrivent à grands pas. Il faut quand même surveiller tout ça. Le traçage des utilisateurs sur les applications mobiles. L'utilisation des fichiers de la Banque de France par les banques. Et l'utilisation des dossiers patients informatisés. Here comes the money. Les levées de fonds et les rachats de la semaine. Asphalt, une marque de prêt-à-porter durable née à Bordeaux, a levé 5 millions d'euros pour soutenir son développement. La start-up a été fondée en 2016. Elle se concentre sur les vêtements de qualité et éco-responsables en limitant la surproduction grâce à des précommandes. Cette levée de fonds va permettre à l'entreprise d'accélérer l'expansion internationale et d'investir dans des nouveaux projets de développement. Je suis allé sur leur site, j'ai adoré leur site. Alors, il est sur Shopify, mais je trouve que l'interface est canonissime. Les noms des produits, je suis tombé amoureux. Les noms des produits, je te les donne, c'est le sweatshirt parfait, le jean ultime, le pull parfait, la robe chemise. C'est des noms très très simples et on n'en pas dans des trucs, des mots avec des références, etc. Les produits ont l'air cool. Ils n'ont pas 50 000 sweatshirts, ils en ont qu'un seul. Tu choisis la couleur et la taille. Le sweatshirt parfait, le jean ultime, le pull parfait, la robe chemise. Des produits avec des noms simples et pas des références qu'on comprend rien. Donc le site est vraiment canon. J'ai pris beaucoup de plaisir à naviguer sur le site et je me suis même inscrit pour recevoir des petits bons. Et dès qu'il y aura une offre de promotion, j'achèterai des produits qui ont l'air pas mal. Adrien, j'ai l'impression que tu as vraiment adoré ce site. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité qui a suscité ton intérêt ? Il y en a une, franchement, j'aurais jamais imaginé que je l'aime. Et je trouve qu'une chose très très difficile à faire, c'est le guide détail. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Et alors là, je crois que c'est la première fois que je trouve un guide détail qui est vraiment super bien fait. Alors, c'est pas eux qui l'ont développé, mais le prestat qu'ils utilisent, j'ai plus le nom. Donc, je vous invite à le tester. Donc, il y a un outil qui t'aide. Tu remplis juste 3 champs. Et les 3 champs que tout le monde connaît. Ton âge, ta taille et ton poids. C'est juste ça. Et dès que tu remplis ça, il va te faire des calculs et puis il va te montrer est-ce que tu le veux plutôt serré ou pas. Tu verras la taille de ton ventre, de tes muscles, ce que tu veux. Il n'y a pas d'IA là-dedans, il n'y a pas de... Non. Ah non, je ne sais pas. Je pense que c'est juste un tableau, mais en tout cas, c'est hyper simple. Et tu vois, on ne connaît jamais nos mensurations. En tout cas, moi, en tant que mec, je ne connais aucune de mes mensurations. Donc, j'ai trouvé ça hyper simple. C'est assez visuel et tout. Donc, et c'était la reco micro d'Adrien, diffusée dans Simple Funky. T'avais d'autres levées de fonds de ton côté ? Ben oui, MangoPay. MangoPay, qui est une fintech française spécialisée dans les solutions de paiement pour les places de marché et les plateformes de crowdfunding. Eh bien, cette belle fintech française poursuit ses acquisitions en rachetant la fintech Wenven. En gros, cela va permettre à MangoPay d'ajouter des nouveaux moyens de paiement beaucoup plus simplement et rapidement. Wenven, c'est une sorte d'agrégateur des moyens de paiement du marché. Et toi, Adrien, t'en as une autre, je crois. Ouais, Vue-Storefront, Cocorico, enfin en Pologne, on ne dit pas Cocorico, mais en tout cas, Vue-Storefront, c'est une plateforme open source polonaise de front-end as a service. Elle a levé 20 millions de dollars pour soutenir sa croissance. Donc, toujours les mêmes blabla. On investit dans la team, on veut grandir, etc. Ce qui était intéressant, c'est ce front-end as a service. Et on va en parler tout à l'heure de CMS. Pardon ? Ouais, de FAS. Ouais, chacun, faut qu'il invente son truc. Et donc, quelle est la différence entre un FAS ou un front-end as a service et un CMS ?
Le front-end as a service, c'est vraiment les aspects techniques, architecturaux du front, là où le CMS, on va s'occuper beaucoup plus du contenu, de la création, des workflows, du management, etc. Tour de vodka pour tout le monde. Félicitations, Wusterfront. Eh ben, bravo la Pologne. La news what the fuck de la semaine, quelle est-elle, Adrien? Moi j'en ai une, et toi je crois aussi que t'en as une. C'est un petit coup de gueule. What the fuck, pourquoi? Alors qu'est-ce que je vois sur mon flux LinkedIn? Le catalogue 3 Suisse est de retour en version digitale et en version papier. On est en 2023 et j'apprends que le catalogue des 3 Suisses revient en papier. Alors je m'attendais à avoir des commentaires qui vont commencer à rager, expliquer est-ce que c'est vraiment dans l'air du temps, est-ce que c'est vraiment le moment de lancer des trucs papier? Et en fait non, tout le monde applaudit. C'est le catalogue printemps-été 2023. Alors moi j'aimerais bien avoir ton avis, mais d'abord je vais te dire ce que je vois. Alors il y a eu quand même un petit commentaire qui demande est-ce que c'est du papier recyclé. Alors je sais pas si c'est pour le troll ou c'était sérieux. La réponse était que c'était 70% de papier recyclé. Je trouve quand même que c'est complètement à l'opposé de la manière dont on devrait communiquer. On est en train de voir la disparition des tickets de caisse, la disparition du papier un peu partout, et là on nous rebalance le catalogue. Alors c'est plus le catalogue des centaines de pages comme on connaissait à l'époque, c'est plutôt là c'est une version allégée de 30 pages, donc ça c'est plutôt cool. Et la plupart des personnes, la majorité des personnes qui commentaient cette publication, c'était surtout des personnes âgées ou des boomers qui se disaient que le bon vieux temps, etc. Et là où je trouvais le paradoxal cette annonce, c'est qu'il y a 2 ans, 3 Suisses qui se réinventent, qui t'expliquent, qui communiquent sur TikTok, qui veulent toucher les jeunes. Donc je sais pas, j'ai rien compris, je trouve ça nul, mais bon, peut-être que c'est moi qui ai loupé quelque chose. Laetitia, rassure-moi, dis-moi que j'ai rien compris et qu'en fait c'est la bonne chose à faire, c'est ça? Eh ben non, moi je suis complètement perdue aussi dans la stratégie de 3 Suisses. Ce que je trouve assez hallucinant, c'est qu'à chaque fois que, en tout cas, le visage qui représente 3 Suisses prend la parole, tout le monde est toujours en dire « Oh, c'est génial, trop bien ». En fait, là, le back to basic de revenir sur un catalogue, je le comprends pas. Effectivement, si ton cœur de cible est plutôt des OK boomers, eh ben, vas-y, mais vas-y peut-être plus intelligemment, amène-les peut-être plus sur du digital, communique différemment. Je suis pas convaincue qu'aller sur une version papier, même recyclée, ça marchera. Ça veut dire 2 catalogues par an. Bon, ok. Mais c'est qu'une partie qui est recyclée. L'envoi, il est pas recyclé. Ouais, voilà. Il y a sur un truc. Non, mais c'est bidon. T'as quand même du plastique, t'as quand même des choses, voilà. Et moi, j'aimerais. La version digitale, elle est cool. Ok, c'est cool. Mais qu'est-ce que tu fous du papier? Je sais pas. Est-ce que réellement, il va y avoir de l'acquisition client via ça? Je suis pas certaine. Et ensuite, tu avais un autre argument qui était oui, nos amis de 3 Suisses qui vont se disaller sur TikTok et qui veulent targeter une cible un petit peu plus jeune. Franchement, moi, je comprends pas du tout la stratégie. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique la stratégie de 3 Suisses parce que ça fait longtemps que j'ai lâché l'affaire. Voilà, on peut les effacer de nos téléphones. Ils vont nous bloquer aussi. On va recevoir une petite lettre d'avocat. Non, mais on pose la question. Quelle est votre stratégie à la fois, tout simplement omnicanal. Quelle est votre stratégie omnicanal? Quelle est votre cible? On aimerait bien comprendre. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils sont en train de faire des trucs de ouf. Et ça fait plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois. Ça fait quelques années en tout cas que les 3 Suisses ont été repris en main et je vois pas d'avancée aussi spectaculaire que chez d'autres concurrents voilà. du Nord. En tout cas, moi j'ai bugué quand j'ai vu cette annonce et que tout le monde applaudissait, donc merci de me rassurer. Laetitia, t'avais quoi de ton côté? Un truc intellectuel, un truc hyper intellectuel qui va vraiment parler à notre communauté. C'est Pornhub et YouPorn qui sont rachetés par un fonds d'investissement canadien. Bon, ok, c'est de bonne guerre, tout le monde se fait racheter. Mais là, le fonds d'investissement canadien, il s'appelle quand même Ethical Capital Partners. Et c'est un fonds d'investissement qui est vraiment dédié à des choses éthiques. Alors, la maison mère de Pornhub et YouPorn, c'est MindGeek. Et pourquoi est-ce que MindGeek a reçu des sous de la part de ce fonds d'investissement? C'est pour avancer, on va dire, l'avancée technologique et dynamique qui repose sur les bases de la confiance, de la sécurité et de la conformité. Grâce aux ressources et à la vaste expertise de CP en matière de réglementation, d'application de la loi, d'engagement public et de finances, nous avons une occasion unique de renforcer ce qui existe déjà. Ça, c'est la déclaration de l'avocat de MindGeek. En fait, moi, je trouve qu'il n'y a rien qui va. Je ne sais pas en quoi Pornhub et YouPorn sont éthiques, dans quelle mesure il y a de la réglementation, dans quelle mesure est-ce qu'il y a de l'application de la loi. Voilà, moi je trouve qu'il n'y a rien qui va. Bravo les gars si vous avez réussi à lever des sous et si vous avez réussi à berner des fonds d'investissement qui se disent éthiques. Comme quoi, tout est possible. Laetitia, quand on dit que l'e-commerce est partout, là tu vas vraiment un peu loin. Là, c'est borderline. Qu'est-ce que ça fout dans le podcast? Quel est le rapport avec l'e-commerce? Le rapport, c'est qu'il y a une transaction qui s'effectue en ligne. Là, on est vraiment sur un achat de services, voire même un bien de consommation que vous effectuez en ligne. Au même titre que lorsque vous regardez quelque chose sur Netflix, vous avez une transaction
transaction qui s'est opérée pour pouvoir acquérir ce contenu-là. Et là, c'est la même chose. Vous allez acheter du contenu. Donc, c'est une opération moi, je propose qu'on e-commerce. fasse une nouvelle rubrique OnlyFans, pardon. Ah, j'ai plein de choses à dire sur OnlyFans. Bah oui, mais j'ai aucun doute. Plein de choses à dire. Autant moi, j'ai plein de sources sur la supply, des trucs très intéressants comme ça. Mais je pense que toi, tu as d'autres types de sources. Mais il faut satisfaire l'ensemble de notre audience. Ok, mais dis pas des trucs comme ça. D'après un rapport. Non, mais hors que nous contexte, avons... tu sais que cette phrase, elle peut être reprise. Bon, ok, bah écoute, c'est très bien. Mais heureusement que toi, t'en avais parlé, tu vois. Si j'en avais parlé, moi, je sais pas quelle jamais aurait été la su réaction. que derrière MindGeek, eh bien, c'était un fonds d'investissement. Mais je le savais, éthique. Mais sauf que tu veux pas en parler, c'est différent. Non, mais je l'ai vu. Non, mais je vais pas en parler ici parce qu'il y a tellement de trucs. Déjà, l'épisode va exploser dans tous les sens. On sait qu'il y a beaucoup de choses. Mais écoute, très bien. Je suis sûr que les auditeurs et les auditrices ont adoré cette news what the fuck. Toujours savoir qui se cache derrière ce que vous achetez. La news inutile dont on s'en balèque. Eh bien, écoute, la news inutile, j'ai pas voulu cliquer dessus et pourtant, quand je l'ai vu reprise partout, j'ai dû regarder ce que c'est. C'est Amazon qui pourrait créer son propre navigateur Internet. Je te lis les titres de news. J'aime bien faire ça pour te montrer le tourbillon, la spirale du n'importe nawak. On dit plus n'importe nawak, non? Non, on dit nimp. On dit encore. Du nimp. Ouais, moi je dis n'importe nawak et les vrais se souviendront. Alors, Amazon pourrait créer son propre navigateur Internet. Amazon sur la piste d'un nouveau navigateur web. Pourquoi Amazon veut-il concurrencer Google Chrome? Ou encore, Amazon prépare un tueur Google Chrome. Et alors, tu creuses, tu ouvres l'article qui est complètement vide, comme souvent, et tu te rends compte que c'est un sondage qui a été envoyé à quelques utilisateurs pour savoir qu'est-ce qui le ferait basculer si demain il y avait un navigateur, avec quelles seraient les fonctionnalités. Donc, Amazon, comme d'habitude, ils explorent plein de choses, ils posent des questions à leurs utilisateurs. Est-ce que ça veut dire que demain ils vont lancer un navigateur? Je sais pas. Ils ont déjà les tablettes là sur Kindle, ils ont déjà un navigateur qui existe, qu'ils avaient développé. Donc j'en ferai pas un gros truc pour l'instant. Laissez passer. Il y a plein d'autres trucs qui se passent. Si le jour ils vont vraiment mettre des gens dessus et qui vont vouloir lancer un navigateur, il faudra comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement et quels sont leurs différenciateurs, etc. Mais bon, comme 50 milliards de projets sur lesquels Amazon, Google et les autres travaillent, je pense qu'il faut pas trop s'emballer pour le moment. Wait and see. Quoi de neuf chez nous? Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe Le Café de l'e-commerce? Restez calme, on vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé chez toi cette semaine? Eh bien alors moi, de mon côté, il s'est vraiment rien passé cette semaine. Alors du coup, cette semaine, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses comme d'habitude, ta vie est passionnante, Adrien. Vas-y, on t'écoute. Ouais, voilà. Non, mais je plaisante. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Non, je voulais juste vous faire part d'un article que j'ai lu. Alors, je sais pas si... Je pense que j'ai déjà mis en reco. Je suis abonnée à l'espèce de newsletter de Google sur le marketing qui s'appelle Think with Google. Et cette semaine, c'était dédié à 10 prédictions marketing pour 2023. Et donc, j'ai un peu repris les éléments de cet article. Alors, déjà, premier écueil, c'est que c'est un article qui est très centré sur les États-Unis, en tout cas sur le continent nord-américain. Et puis, dans le panel, il y a beaucoup de gens de chez Google en réalité. Donc, c'est quand même un peu biaisé. Mais ce que j'en ressors, c'est de l'IA, de l'expérience client, de la protection des données, du ciblage publicitaire beaucoup plus pertinent, un petit peu de RSE parce que quand même, il ne faut pas oublier la planète et c'est un peu tendance, et surtout la relation client sur mesure. En gros, on ne parle plus de métaverse. On va parler de réalité virtuelle et augmentée qui vont transformer l'expérience d'achat. Bon, moi, je n'ai pas été hyper conquise, mais on se rend bien compte qu'on ne parle plus de métaverse, de monde parallèle. On ne parle même plus d'outils comme des lunettes ou des casques. C'est fini, ces mots-là sont bannis. Les marques vont de plus en plus utiliser l'intelligence artificielle. Bon, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Et puis de toute façon, on en parlera un petit peu plus tard au sein de l'émission. Les chatbots seront de plus en plus sophistiqués et plus pertinents. Bien évidemment, on les aura éduqués et l'intelligence artificielle sera passée par là. Et là, j'ai été très surprise. C'est le retour des enceintes intelligentes et des assistants vocaux. Là où on se disait que c'était un petit peu un flop, et non. Là, les prédictions nous disent qu'il va y avoir un grand retour de tous ces outils-là grâce à l'IA et que ça va être omniprésent et que les marques vont savoir les développer et s'en servir correctement et surtout les intégrer à leur stratégie marketing. Un gros aspect aussi très important, c'est le respect des données des consommateurs et la protection des données qui vont être de plus en plus protégées. Bon, là, dans l'article, on ne nous explique pas ni comment ni pourquoi. On nous dit juste, faut faire attention parce que sinon, les gens, ils ne sont pas contents. Et après, la publicité qui va être moins invasive, mais beaucoup plus pertinente. Tout ça grâce à l'IA et à la personnalisation. C'est un article qui se lit très vite. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que tout le monde va dans la même direction, que finalement, tout le monde est à peu près... les gens sont tous des moutons.
et que finalement, on n'a peut-être pas attendu Google pour avoir les bonnes prédictions, en tout cas les prédictions de 2023, puisque de toute façon, tout le monde dit la même chose. C'est marrant parce que je connaissais pas du tout ce site ou ce blog. Et je crois que tu l'avais déjà mis non, mais la coïncidence, c'est que cette semaine, je l'ai découvert. Donc, quand tu as parlé de Sync with Google, je pensais que tu allais parler d'un article que j'avais mis de côté. Et donc, c'est amusant. Je suis tombé, moi, sur un article sur l'IA en anglais. Et ils sont pas là à vendre leur salade. Tu vois, tu pourrais penser que c'est Google. Ils vont juste faire comme tous les blogs d'éditeurs. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Et toutes les semaines, tu as des sujets qui sont ça m'a l'air intéressant, du coup. Et en plus, c'est pas trop. En tout cas, dans l'article que moi, j'avais lu, c'est pas ce que je supporte pas dans ces articles, surtout les éditeurs, c'est prospectif, on va t'expliquer les 5 tendances et ça reste très high level. Là, ils donnaient des chiffres, des impacts, des noms de marques, comment c'est utilisé, etc. Et je trouvais ça. Là, moi, voilà, ça manque un peu, justement. Il n'y a pas de chiffres, c'est juste vraiment des avis de VP marketing dans des grosses boîtes américaines, et sur les 5 boîtes, on a 3 de chez Google. Donc, bon. Voilà, rien ça de dépend sous des le articles soleil, en tout cas. Mais en tout cas, abonnez-vous, ça peut être aussi, je pourrais le remettre en reco micro, c'est assez intéressant. Là, l'article en substance n'est pas hyper intéressant, mais voilà, j'ai fait ça cette semaine, lire des articles inintéressants. Et toi, Adrien, je suis sûre que tu as fait des choses beaucoup plus intéressantes. Non, c'est marrant ce que tu dis parce que je voulais avoir une rubrique, la non-reco. Et en fait, des fois, je tombe sur des trucs, ils sont tellement bidons. Mais après, ça sert à rien parce on fait de la pub à des trucs qui sont pas intéressants. Mais j'ai regardé un reportage sur la Startup Nation sur YouTube. Je l'ai regardé en accéléré, mais c'était que des trucs qu'on entend partout, les mêmes têtes qu'on voit tout le temps. Et c'était un peu, je me suis dit, il faut faire une rubrique la non-reco où c'est des trucs qu'on voit passer et qui en fait passez votre chemin. Mais bon, ça fait très rageux et cet épisode, il est sous la bonne humeur. Donc, moi, je vais te parler de bonnes choses. Cette semaine, j'ai parlé avec pas mal de personnes. Finalement, j'avais un regard assez négatif là pour ce premier trimestre en termes de projet, en termes de ce qui se passe sur le marché. Et toutes les personnes à qui j'ai parlé sont plutôt avec le sourire. Alors ouais, c'est pas comme il y a 2 ans, mais il se passe quand même des choses. Il y a quand même des projets qui se déroulent. Les retailers, ils tirent la langue, mais il y a quand même des choses qui se passent. Donc écoute, ça, je trouvais que c'était plutôt cool. Après, à voir est-ce que ça va continuer ou pas dans les prochains trimestres et dans les prochains mois. Mais j'ai trouvé des discussions plutôt feel good. Autre chose, je voulais parler de la semaine prochaine. Il y a un événement super. Je vais y aller. Je vais le visiter. Il s'appelle Retail for Good. Il est organisé par Diamar. La semaine prochaine, à ma connaissance, c'est la première. Ouais, c'est mardi prochain. Je sais pas en fonction de je crois qu'il y a un préavis de grève pour le 28. Ouais, c'est vrai. Donc c'est le mardi 28 mars le matin dans les locaux de Salesforce. Et pourquoi j'en parle c'est tout simplement parce qu'à ma connaissance, c'est le premier événement qui est autour du retail, autour du green. Dommage que c'est pas sur une journée complète, mais déjà c'est incroyable qu'il y ait un premier événement qui soit là-dessus. Les speakers, c'est des belles personnes. Les discussions vont être intéressantes. Donc écoute, j'ai hâte d'y aller et on te fera un compte rendu. Tu y seras peut-être? Pas? S'il y a les grèves, non, c'est impossible que j'y sois. Ok, écoute, moi je vais y aller, je ferai un petit compte rendu. Et puis il y a un autre truc qui se passe la semaine prochaine et je le vois nulle part, mais alors peut-être que c'est plus aussi populaire qu'avant, c'est e-marketing Paris. Je sais pas pourquoi je dis Paris. E-marketing Paris, c'est aussi la semaine prochaine sur 3 jours. Toi, tu as beaucoup de personnes autour de toi qui y va? Non, par contre, tu as raison, j'ai l'impression que c'est un événement qui est un peu perdu en prestige. Avant, c'était un événement où tout le monde allait. Normalement, tout le monde te dit viens me rejoindre sur ce stand, etc. Ouais. Regarde à Monaco avant, ou même les Paris Catalogue, même tous les événements qu'on a. Le marketing est un peu éclipsé. C'est peut-être dommage, mais en tout cas. J'habite à côté, donc je vais essayer de voir si je peux. Adrien, dès qu'il y a un truc porte de Versailles, il y va. C'est juste à côté de chez moi, donc pour le coup, je vais y aller. Mais ouais, je m'attends pas à grand chose. C'est un peu dommage parce qu'il y a une époque où c'était vraiment un superbe événement. Il y a 10 ans, c'était bien. Franchement, tout le monde y allait. Exactement. Est-ce que ça a été chopé par... Ouais. Voilà, donc quelques événements. Et puis voilà, écoute, on continue. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Laetitia, qu'est-ce que tu avais en breaking news pour nous? Eh bien, en breaking news cette semaine, je me suis penchée sur le baromètre 2023 des DNVB. C'est un baromètre qui est édité par Pplug et Digital Native Group. Donc, il a été publié cette semaine. On traite des DNVB depuis, je crois, l'épisode 000 avec Adrien et je voulais voir un petit peu l'évolution. Moi, j'avais le sentiment, j'ai toujours ce sentiment que c'est un peu chaud pour les DNVB. Donc, je vais vous faire part un petit peu en substance de ce que j'ai retenu. On va faire un petit rappel d'abord. Adrien, est-ce que tu te souviens qui est un peu l'initiateur, le fondateur de ce terme DNVB? Alors déjà, on ne dit pas DNVB en anglais, c'est D2C principalement. Ouais, c'est... tu me poses une colle, c'est le truc aux États-Unis. Mais tu vas me le dire et je vais dire oui. C'est l'américain, le fondateur de...
De Bonobo. Non, vas-y. Ouais, voilà, Bonobo, c'est ça. C'est Andy Dunn en 2014. Alors, une DNVB, qu'est-ce que c'est ? C'est une marque qui place l'expérience client au cœur de la stratégie. On les a souvent citées comme étant des marques avant-gardistes en termes de branding, de communication digitale, de marketing et surtout en termes de distribution e-commerce puisqu'ils ont une approche D2C qu'on dit direct to consumer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, je vends directement à mon consommateur et principalement, quasi uniquement en ligne. Donc, on met en place des tactiques et des stratégies pour pouvoir acquérir, fidéliser son client. Ça a une place hyper importante dans l'écosystème français à tel point que du coup, on a des groupes tels que Digital Native qui sont créés, qui se penchent exclusivement sur ces sociétés-là. On subit tous l'inflation. Voilà, les temps sont sombres, moroses, et c'était pas le cas à l'avènement des DNVB. Donc autrefois, le climat était hyper favorable, mais tout ça a évolué. Aujourd'hui, on assiste à une saturation des canaux digitaux, l'inflation des coûts d'acquisition, les nouvelles technologies, le retard parfois technologique que peuvent prendre ces DNVB qui avant étaient pionnières, je pense notamment à l'IA, la baisse de consommation des ménages, bref, sale temps pour les DNVB. Quelles sont les prédictions pour 2023 ? Eh bien, c'est ce que ce rapport nous indique. Les consommateurs français continuent d'apprécier les marques dites DNVB, notamment pour leur transparence, leur durabilité et la proximité avec les clients. Et comme ça, pêle-mêle, moi j'ai quelques exemples de marques type DNVB comme 95R, Respire ou toutes les culottes de prémenstruelles, les compléments alimentaires qui vraiment ont accentué leur communication sur tout ce que je viens de vous dire. Voilà, la proximité avec le client, la traçabilité, la durabilité. Les principaux secteurs des DNVB, c'est l'habillement, la lingerie, alors ça va ensemble, cosmétiques, bien-être, accessoires, et en quatrième, on a la déco. Le panier moyen, le plus élevé, c'est dans la maison et déco, c'est 315 €, contrairement versus à de l'habillement qui est à 137 €. Là, je crois qu'on est sur des ratios classiques sur de l'e-commerce. Un CA moyen en 2022 pour les DNVB, c'est 5,48 millions d'euros. Ce qui moi, m'interpelle, c'est que j'ai l'impression qu'on est saturé de DNVB. Moi, je ne vois que des DNVB qui naissent, qui disparaissent aussi. Donc, j'ai l'impression qu'on assiste à une concurrence entre les DNVB qui devient de plus en plus forte. Ma question, c'est comment est-ce qu'on se démarque quand on est une DNVB, quand on est dans une situation d'inflation, de crise ? Comment est-ce qu'on se démarque de toute cette concurrence ? Je crois qu'il faut mettre plus d'argent encore et toujours dans de la publicité, mais quand on met de l'argent dans la publicité, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un bon ciblage publicitaire et encore faudrait-il qu'on ait les fonds nécessaires. Le consommateur français est toujours de plus en plus exigeant, je le disais, quant à la qualité de l'expérience d'achat en ligne, ce qui oblige les marques DNVB à investir davantage dans la technologie et le service client. Et c'est là encore où on va parler d'IA. Mais est-ce que toutes les DNVB sont prêtes et ont les ressources pour miser sur l'IA ? Ça, je ne sais pas. Un petit fun fact, alors c'est pas fun, mais c'est plutôt sympa, c'est que pour moitié, les DNVB sont dirigés par des femmes. 48% des femmes sont des CEO et avec un cœur de cible principalement féminin et millénial. Adrien, tu as un avis, toi, sur les DNVB ou des prédictions ? Non, pas de prédiction. L'avis, c'est que quand on a commencé le podcast, c'était les stars à suivre, les exemples, et elles se montraient partout, elles pavanaient à t'expliquer comment faire du business, et aujourd'hui, elles tirent la langue parce que le marché a changé, parce que les retailers ou les marques plus traditionnelles, elles sont aussi mises à niveau. Et comme tu dis, c'est très compliqué. Je ne sais pas s'il y a de plus en plus de DNVB, en tout cas, n'importe quelle marque qui se lance ou n'importe quel pure player ou site e-commerce. Exactement. Il reprend les codes, il remet son truc, etc. Donc bon, voilà. Donc j'ai pas d'avis particulier. Et quand tu disais peut-être un truc pour te réagir, moi j'ai quand même pas que la sensation, mais c'est quand même plus cher qu'une marque que de marques traditionnelles. Tu parlais de le panier moyen là, selon Afevat, c'est 67 € si je me souviens bien. Et là on est à des paniers plus élevés. Mais tu sais que tu payes un petit premium parce que c'est local, parce que c'est mieux fait, exactement. Et tu payes au prix juste, etc. Donc tu es OK pour payer plus cher, mais tu sais qu'il y a la qualité ou en tout cas tu t'adhères à une histoire ou à des valeurs. Et toi, ton côté, Adrien, qu'est-ce que tu as lu, décodé pour nous cette semaine ? Écoute, j'ai pris mon livre de chevet la Bible. Ces derniers jours. Sortie en 2023, cette Bible, elle a été écrite par l'apôtre Saint Gartner qui a sorti le Magic Quadrant des Digital Experience Platform. Alors, une Digital Experience Platform, il faut un acronyme pour ça parce que c'est trop long. Les gens dans le business, on n'a pas le temps. Donc, on a appelé ça la DXP. D'ailleurs, on dit DXP.
Alors l'ADXP, la définition, c'est une plateforme. Alors je le fais un peu à ma manière, mais c'est une plateforme qui permet la gestion, l'optimisation de l'expérience client en ligne au travers du parcours client, multicanal, on va dire. Moi, je vais continuer à dire que c'est un CMS, comme un vieux, même si c'est bien plus qu'un CMS. On n'utilise plus CMS, d'ailleurs, techniquement, on devrait dire WCM, c'est Web Content Management, mais je vais continuer à dire CMS, parce que c'est comme ça que j'ai appris il y a 20 piges, et donc je continuerai à dire que ce sont des CMS, mais ils font bien plus que ça. Et justement, en parlant de bien plus que ça, alors peut-être que j'aurais dû expliquer, parce que je suis parti en blague, mais les gens n'ont pas compris, c'est un rapport du Gartner, c'est un cabinet d'analyse qui t'explique et qui te benchmark toutes les solutions, les plus grosses solutions, et qui t'explique quelles sont les meilleures et quelles sont celles à surveiller. Et dans la définition du DXP, comme c'est bien plus que juste de la gestion contenu, on retrouve des fonctionnalités ou des modules tels que la personnalisation, l'analytics, le mapping du customer journey, du parcours client, la navigation, la recherche, la collaboration, c'est plus juste pour les clients mais également pour les employés, l'intelligence artificielle, sécurité, etc. Et dans les fonctionnalités optionnelles, parce que du coup il faut continuer à développer son périmètre, tu as du commerce, du DAM. Laetitia, DAM, comment tu le définirais en 3 mots? La gestion des actifs numériques. Voilà, tu as également du PIM. Product Information Management, c'est la gestion de l'information produit. Du marketing automation, customer service, CRM, etc. Donc du coup, tu mélanges tout ça. C'est un peu des schtroumpfs. Hein. Tu as tous les acteurs, ils se ressemblent, ils font à peu près la même chose, mais pour autant, tu as ensuite un cadran avec 4 catégories. Les leaders. En leader, on retrouve Sitecore, Acquia, Optimizely et Adobe. En challenger, HCL Software, OpenText. En visionnaire, catégorie que j'aime beaucoup, toujours, Magnolia et Bloomreach. Et en niche, tous les autres, je ne vais pas les citer, ils se bagarrent tous dans ce secteur. Le rapport, avant de t'expliquer 2-3 tendances, on dit bye-bye à Oracle et à Salesforce pour différentes raisons, mais ils se positionnent plus simplement sur c'est ça, c'est plus leur positionnement. Voilà, ils ne font pas sortir parce qu'ils sont nuls, ils font sortir parce qu'ils sont sur autre chose. Ils se positionnent différemment, exactement. Moi, ce que j'aime bien dans ces rapports, c'est regarder, on ne va pas aller sur chaque acteur, vous avez le lien. D'ailleurs, dans le lien, j'ai été incapable de le retrouver sur Google, donc écoutez, vous tapez ça dans Google, le nom du rapport. Vous allez chez n'importe quel éditeur, il va vous proposer de le downloader. Exactement. Moyennant mais sur le site du Gartner, c'est tellement mal fait, ils devraient peut-être l'appliquer ou prendre une de ces solutions pour leur propre site, parce que j'étais incapable de retrouver le rapport sur leur propre site. Peu importe. Les tendances pour 2023, je te les donne. C'est le front-end as a service, on en a parlé, la composabilité, donc tout l'aspect composable, headless, on en parle souvent, le low-code, no-code, le CDP, donc c'est des informations clients, l'expérience employée et plus de DAM et de content marketing platform. Donc en gros, on va avoir une solution, pas juste pour ses clients, mais pour ses employés, pour ses collaborateurs. Je vais te faire une petite analyse, mais une micro-analyse, parce que vous avez un rapport complet sur les leaders, te donner mon avis. Alors, c'est pas Made in Gartner, c'est Made in Adrien, Made in Naem. Adobe, qui sont positionnés en leader, on les prend souvent pour des rigolos, notamment sous l'aspect e-commerce avec Magento. Ils ont racheté Magento, open source, mais ils ont une solution extrêmement puissante si on sort du périmètre juste commerce. Commerce aussi avec Magento et avec ce qu'ils ont développé par la suite. Mais voilà, sur l'ensemble, la suite Adobe Experience, je crois que ça s'appelle comme ça, ils ont des superbes solutions et en plus, ils gèrent depuis les Photoshop et compagnie, Illustrator, donc de la création jusqu'au client. Donc, faut pas les prendre à la légère, surtout nous, comme on parle que de e-commerce, ils ont derrière beaucoup de choses. Acquia, c'est Drupal derrière. Je pige pas ce qu'ils font là. Je ne comprends pas ce qu'ils font toujours là. Solution open source Drupal. Pour moi, ils sont complètement, ils continuent à être dans les leaders, mais il faudra qu'on m'explique qu'est-ce qu'ils font là. Comment est-ce qu'une solution comme celle-ci, elle arrive à être au niveau des grands comptes, au niveau fonctionnel. Donc, bravo à eux, mais je comprends pas. Optimizely, c'est pareil, je comprends pas ce qu'ils font là. Alors, le nom est sexy parce qu'il venait de la recommandation du ciblage, il me semble, ou de l'A/B testing. Mais derrière, c'est Episerver. C'est Episerver qui les a rachetés. Ils ont renommé leur nom parce qu'ils se sont dit c'est peut-être un peu plus sexy Optimizely qu'Episerver. Episerver, c'est 1994. Donc, 30 piges plus tard, on a encore un acteur qui est leader dans le CMS. Donc, bravo à eux. Mais pareil, d'être technologique, je comprends pas ce qu'ils font là. Et enfin, Sitecore, qui à mon sens, c'est la boîte qui a la plus, peut-être pas de légitimité parce qu'elles l'ont toutes, mais qui sont super focus. Ils viennent du content.
e-commerce, ils font du content, ils font que ça, ils ne sont pas rattachés à un grand groupe. Donc voilà, donc chacun, les quatre, quand je les disais tout à l'heure, c'est les schtroumpfs, si tu creuses un petit peu, ils ont chacun des racines différentes, une proposition de valeur qui est différente. Et voilà, et je m'attendais à avoir un peu plus d'intelligence artificielle ou même de commerce, et finalement, dans le rapport, c'est pas trop mis en avant. Donc si vous êtes intéressé, si vous êtes grand compte, ou juste pour une curiosité, pour savoir un petit peu comment sont positionnées ces différentes solutions, vous avez le lien. Et comme tu as dit, tu vas sur n'importe quel éditeur, tu remplis un petit formulaire et c'est gratuit et tu peux le consulter. Merci Adrien pour ce petit digest de ta Bible. Amen. Bon, initialement, nous devions discuter dans la rubrique Clash Commerce avec Adrien. On devait se battre, on devait prendre nos gants de boxe, comme on vous l'a dit en début d'émission, sur un sujet passionnant. Et on sait que tout le monde attend nos avis là-dessus, sur l'IA et sur l'e-commerce. Malheureusement, nous n'avons pas le temps d'enregistrer cette section-là tout de suite. En revanche, on a quand même la section IA Commerce avec les news de la semaine que l'on a repérées. Et patientez, la semaine prochaine, promis, vous aurez un débat d'1 heure sur l'utilité ou non de l'intelligence artificielle dans le e-commerce. IA Commerce, tout le monde en parle, l'intelligence artificielle est partout. Un peu d'intelligence humaine dans cette rubrique qui parle d'IA dans l'e-commerce et le retail. Comment est utilisée l'IA par les marques? Quelles sont les innovations du moment? À quoi faut-il s'attendre pour le commerce de demain? Laetitia, qu'est-ce que tu avais pour nous cette semaine dans cette nouvelle rubrique? Qu'est-ce que j'ai retenu et qu'est-ce que j'ai testé? Eh bien, c'est que l'IA désormais s'invite dans la créa, rien de nouveau là-dessus, mais en tout cas dans la créa accessible. Hier, j'étais sur mon outil préféré, enfin avant ChatGPT, qui est Canva. Et puis, je vois que Canva a écrit en tout petit que ça y est, on pouvait utiliser de l'IA pour faire de la création et de la génération de visuels. Et ben, je l'ai testé et c'était pas terrible. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils le précisent. Vous voyez, il y a une petite note et ils vous disent écoutez, c'est une version bêta. Si vous voulez l'utiliser, la seule chose qu'on vous demande, c'est de nous faire vos retours. Dites-nous ce qui n'a pas fonctionné. Bien évidemment que j'ai fait mes retours comme d'habitude, je donne mon avis. J'ai fait un test justement avec un visuel du café de l'e-commerce sur un de nos visuels qui annonce je ne sais plus quoi dans toutes nos nombreuses communications et c'était franchement pas terrible. Ce que je peux reprocher, c'est qu'on ne donne pas beaucoup d'éléments de contexte. Le seul élément que vous pouvez mettre, c'est vous pouvez uploader un document. Un visuel. Du coup, l'IA de Canva vous propose de générer ou d'optimiser un visuel à partir de ce que vous avez fourni. C'est pas comme sur ChatGPT où vous allez pouvoir écrire, vous allez pouvoir faire un brief. Là, il n'y a pas de brief. Tu uploades ton document et voilà, on fait des propositions. Alors peut-être que nous, notre charte graphique sur le café de l'e-commerce est déjà bien avancée et que c'est compliqué, mais j'ai pas pu dire crée-moi un visuel pour un événement, pour un anniversaire, pour l'épisode 148. Donc voilà. En revanche, ce que je note, c'est que c'est accessible et que désormais, ça va plus être réservé à des petits happy few et que tout le monde va pouvoir l'utiliser. Maintenant, à quelle fin et à quel rendu? Telle est la question. Pour poursuivre par rapport sur la créa, moi j'ai noté Adobe qui dévoile Firefly. C'est une IA générative pour faciliter la création de contenu. Alors je te mets au défi en cliquant sur le lien que je t'ai mis et tous les PR qu'ils ont communiqué de comprendre ce qu'ils font. On ne comprend rien. J'ai lu plein d'articles et je ne comprenais rien. Il y a deux choses à faire. Un, c'est regarder sur YouTube. Vous tapez Adobe Firefly, ils font une démo et là c'est bluffant. Tout ce que tu dis là sur les difficultés, t'es pas convaincu. Franchement, j'étais par terre quand j'ai vu ça. Que vous connaissiez, que vous soyez familier ou pas avec Photoshop et la suite Adobe, c'était impressionnant. C'est presque trop beau pour être vrai. Donc j'attendrai de voir, mais ça a l'air vraiment très puissant et très très intéressant. Et la deuxième chose, c'est juste de comprendre ce que c'est. Et en fait, c'est un Midjourney et un DALL-E. Et bien sûr, ils vont pas le dire, ils vont utiliser des mots compliqués. Ça aide les entreprises et les créateurs à concevoir du contenu plus rapidement, machin. Mais en fait, c'est leur manière de répondre à du Midjourney et du DALL-E, donc de la génération d'images grâce à l'IA. Toujours côté IA, Google lance en accès public Bard, qui est la version test du concurrent de ChatGPT. Je n'ai pas encore testé ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été lancé cette semaine, donc mardi, que c'est public et que c'est un robot conversationnel qui s'appelle Bard. Google le positionne directement comme le concurrent de ChatGPT et l'objectif est d'améliorer la qualité de ses réponses grâce à l'augmentation des échanges avec des utilisateurs, du basique. L'utilisation de Bard avait été initialement limitée à des testeurs de confiance avant son ouverture. Et puis mardi, ça y est, tout le monde peut l'utiliser. Adrien, tu l'as déjà utilisé ou pas ? Ouais, non, c'est pas tout à fait tout le monde. Il faut être en Angleterre et aux États-Unis. J'ai testé, je teste depuis plusieurs jours. J'ai testé ça avec plein de mails. Exactement, j'ai testé tous mes mails, mais il faut un VPN ou machin, ça c'est prise de tête. Donc j'attends un petit peu, mais malheureusement, c'est pas encore disponible en France. Je crois que tu es capable de. Non, j'ai pas encore testé du coup. D'accord, je crois que tu es capable de produire des emails, des dissertations, des lignes de code. Bon, un chat GPT avec une bonne intelligence artificielle générative. Je vais essayer de tester, de changer mon RSVPN pour voir ça.
Et enfin, Adrien, on a de l'OpenAI qui s'est invité chez une grande fintech, grande fintech. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est la plateforme de paiement Klarna qui s'est associée à OpenAI pour utiliser ChatGPT comme assistant shopping personnel. La news qui sous-tend ça, qu'on n'a pas parlé, mais c'est ChatGPT qui s'ouvre. Il y a quelques jours, ils ont ouvert leur plateforme. Il y avait déjà une API, mais là, il va y avoir un App Store et ça va permettre plein d'utilisations et notamment, nous, ce qui nous intéresse dans l'e-commerce. Donc là, on parle de Klarna, mais il y a plein d'autres solutions qui vont être intégrées et on pourra en quelques clics très facilement avoir des communications entre les plateformes. Ce que j'ai trouvé intéressant et la raison pour laquelle j'ai voulu la mentionner dans cette section, c'est la première chose, c'est qu'on aura Klarna qui est intégré dans ChatGPT et donc tu vas pouvoir, les utilisateurs ils vont pouvoir demander des conseils shopping, on va voir des recos de produits avec des liens. Mais tu auras également l'inverse qui sera sur Klarna, avoir alors je sais pas encore comment ça va se formaliser, qui va avoir une manière pour Stripe de pousser de l'OpenAI ou du ChatGPT. Pour le moment, ce plugin, il est aux États-Unis et au Canada. On va voir les use cases, mais en fait, ça donne le vertige. Déjà, ChatGPT tout seul, tout ce que tu peux faire, et on en parlera bien en détail la semaine prochaine. Mais en plus, si tu l'intègres avec toutes les solutions qu'on connaît, ils sont très smart, ils vont très vite. C'est fou en quelques mois la vitesse à laquelle ils avancent. Tu penses à quel use case, Adrien, en termes de paiement? Parce que là, j'arrive pas à visualiser le use case paiement. Moi, je vais, par exemple, déjà, combien de fois quand tu arrives sur le checkout, tu as 50 000 moyens de paiement. Peut-être qu'on pourrait tous les avoir, mais en fonction de ton profil ou en fonction de certains trucs, on t'en propose un. Alors ça, c'est un truc. Sur de la là, on parlait de BNPL. Ouais, par exemple, est-ce que c'est opportun ou pas de pousser du BNPL pour certaines personnes, ou peut-être le BNPL, mais on te le propose parce qu'on te connaît, je sais pas quoi, on te propose sur une fréquence particulière. Je sais pas. Il y a plein de use cases qu'on peut imaginer. Après, la difficulté, c'est contrôler l'expérience utilisateur quand tu es sur le site, excepté la marque. Tu veux savoir ce qui est dit. Donc voilà, il y a peut-être des garde-fous à avoir. En tout cas, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça communique, mais tu vas avoir de l'e-commerce sur du ChatGPT et du ChatGPT sur l'e-commerce. C'est un peu ça à haut niveau que je vois qui est en train d'arriver. Green Commerce, c'est la rubrique positive et feel good pour un commerce plus responsable. Éco-responsabilité, économie circulaire, seconde main, RSE, on vous dit tout. Un nouvel affichage de l'impact environnemental des produits alimentaires et dans l'habillement arrive. C'est la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui prévoit ça. Ça vise à sensibiliser les consommateurs aux conséquences écologiques de leur choix d'achat. En fait, c'est comme un peu le Nutri-Score que tu peux avoir sur la bouffe. Tu vas l'avoir sur tes habits. Les informations qui vont permettre de construire ce score, ça va être l'empreinte environnementale des produits avec la consommation d'eau, la production de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie. On est vraiment dans un objectif de sensibiliser les consommateurs pour pousser des produits plus durables. Je trouve ça superbe. Est-ce que ça va suffire à créer un vrai changement des habitudes de consommation? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction et je trouve ça vraiment super intéressant. Et on parlait de DNVB, par exemple. Est-ce que ce n'est pas une autre manière aussi de les favoriser ou de les pousser? Est-ce qu'il n'y en a pas certaines qui pourront en tirer parti? Ouais, exactement. Alors moi, j'avais lu une étude sur le Nutri-Score qui a eu... le Nutri-Score a un impact effectivement sur l'achat, en tout cas. Les gens, quand ils voient le Nutri-Score, bien souvent, quand c'est un Nutri-Score négatif, ils reposent leur achat. Donc, est-ce que ça aura le même effet sur un jean qui consomme beaucoup d'eau? Je ne sais pas. Alors, moi, je vois plusieurs choses. Déjà, quand tu vois que tu trouves des cordons bleus qui sont Nutri-Score B, tu te poses des questions comment ça a été calculé, parce qu'il n'y a rien de plus transformé qu'un cordon bleu. Et deuxième chose, petite expérience personnelle, quand je me balade avec mon fils, il cherche que des produits C, D, E, parce qu'il sait que A et B, c'est pas bon. Enfin, il s'imagine que A et B, c'est pas bon. Donc, il est, papa, est-ce que je peux prendre du C ou du D? Donc, on négocie. Tu prends 2B, tu as droit à un C, etc. Non, mais donc, tu vois, je ne sais pas si ça fait pas... Non, mais blague à part, il y a ce phénomène un peu. Ouais, voilà, exactement. Mais on l'a dans d'autres trucs où quand tu vois que c'est interdit, ou tu vas. Le Nutella, typiquement, quand on te dit que attention, finalement, les gens continuent à l'acheter et à en consommer, même si tu connais les ravages de cet aliment. Ouais. Bon, donc en tout cas, je sais pas comment on a fait ça. Pardon. Cet épisode est génial. Mais même dans la partie feel good, on est feel bad. Donc non. Mais non, c'est une très bonne chose, cet affichage. Je pense que c'est une très très bonne chose. Laetitia, t'avais quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est la marque Gémeaux qui développe son offre de location de vêtements. Alors au départ, l'enseigne a proposé un abonnement mensuel sans engagement à 40 € pour 8 pièces par mois. Ça, c'était, je crois, fin d'année 2022. Et puis là, depuis mars 2023, Gémeaux complète son offre avec une deuxième formule adaptée au petit budget pour 20 €. La cliente principalement, puisque là, il s'agit d'un ciblage sur les femmes enceintes et allaitantes. La cliente choisit 4 pièces par mois parmi une centaine de références de vêtements de la marque. L'abonnement se fait via une plateforme web dédiée qui est location.gémeaux.fr.
Tout l'enjeu là, de la location, c'est trouver la bonne offre, quoi. Quels sont les produits, quel est le business model, comment est-ce que tu communiques, etc. Donc, bravo à Gémeaux. Et puis ouais, on va voir si ça fonctionne, fonctionne bien. Mais c'est plutôt, je vois beaucoup de marques qui communiquent autour de la location. J'aimerais bien avoir les chiffres et voir s'il y a un vrai ROI, si ça fonctionne correctement. Oui, effectivement. On aimerait bien savoir. Et même si c'est adopté, mais derrière tu perds de l'argent, tu vois, comme les retours. Ok, on communique, tu as plein de retours, mais si c'est pas bien intégré, bah, ça te fait, tu peux même couler. Moi, j'avais une dernière chose, c'est l'Union européenne qui met un coup de pression et qui lance son offensive contre le greenwashing. Franchement, j'étais trop content de lire cette news et je pense que tu vas être aussi contente que moi. C'est la Commission européenne qui a proposé des règles pour obliger les entreprises à prouver les allégations de protection environnementale sur leurs produits, pour éviter les étiquettes trompeuses ou même les phrases qui sont trompeuses. Alors, les règles, elles porteraient sur les produits naturels, neutres pour le climat ou recyclés. Ces mentions-là, naturels, neutres pour le climat ou recyclés. Les entreprises, c'est la chose la meilleure que j'ai pu lire. Les entreprises devront réaliser une évaluation scientifique afin de pouvoir utiliser ces labels et les allégations devront être vérifiées par un vérificateur accrédité, donc une personne de tierce qui va pouvoir surveiller ça. Et bien entendu, il y a des sanctions financières si jamais tu racontes n'importe quoi. Et en 2020, ça fait un peu froid dans le dos, une étude a révélé, enfin l'évaluation de 2022 a révélé que 53% des allégations environnementales étaient vagues, trompeuses ou infondées. Donc 53%, c'est plus de 50%. Quoi. C'est triste à mourir. Ouais. C'est toujours des discussions qui sont en cours. On espère que la loi passera en 2024, donc le temps que ça passe, que ça soit mis en place, etc. Ça va prendre encore du temps, mais j'espère que ça fera bouger les lignes en tout cas. Mais c'est une super bonne nouvelle tout ça. D'ici là, le GIEC aura déjà pondu 4-5 rapports encore plus alarmistes les uns que les autres. Il fallait que tu finisses par une touche négative, non? Non, mais ceci dit, il y a un décalage énorme entre ces rapports du GIEC et les propositions et les actions. Mais en fait, s'il n'y a pas la loi, tu contrains pas, donc tu pourras pas faire bouger les choses. Donc il faut les deux, quoi. Il faut la conscience et que les gens se bougent, et en même temps derrière la loi qui arrive et qui met le cadre. Il faut que ça aille plus vite parce qu'on n'a plus le temps. Mais ouais, il n'y a plus le time. Allez, reco micro. Au micro, on fait notre reco. Écoutez la Lico Pristo. Retrouvez toutes les recos sur notre page Notion en lien dans la description. Et cette semaine, la reco est, je vous le donne en mille, liée à Adrien, dis-nous. Bah ouais, c'était lié au débat qu'on devait avoir, mais qu'on a dû squeezer pour la semaine prochaine. C'est ChatGPT, c'est faire des prompts ChatGPT pour l'e-commerce. Alors avant de me dire c'est une reco pourrie, je t'invite, Laetitia, pendant que je te parle, à cliquer sur le lien. Et c'est un site qui est très propre. En 2 minutes, tu vas pouvoir construire des prompts, mais pas des trucs très simples. Tu vas déjà sélectionner qu'est-ce que tu veux. Alors par exemple, je vais pouvoir mettre un titre de page, mais ça peut être le contenu d'un email, un article ou une FAQ. Tu donnes le nom de ta marque, qu'est-ce que tu vends, quelle est la catégorie, quel est le ton que tu veux utiliser, etc. Et ça va te générer le prompt qu'il faut et des exemples. Donc plutôt propre. Si tu ne veux pas te loguer à ChatGPT parce que tu n'as pas des accès, si tu ne sais pas utiliser des prompts et que tu veux juste une interface très simple avec quelques formulaires, tu peux l'utiliser et puis ça peut t'aider. Je ne sais pas dans quelle mesure tu peux l'utiliser pour industrialiser quelque chose si tu en as plein à faire, mais ça peut te donner des idées, notamment dans les champs. Et puis si tu veux l'utiliser que comme ça, sans avoir de créer de compte sur ChatGPT, c'est plutôt pas mal. Donc c'est entièrement gratuit. Vous avez le lien et je vous invite à regarder ça. Je suis en train de le tester. J'ai mis le nom d'un concurrent puisqu'il me demande le nom d'un concurrent. Alors j'avais commencé à mettre un faux produit, la Maryse, etc. C'est un truc coach d'entreprise ou je sais pas quoi, mais en fait ça marche que sur des produits physiques. Ah, ouais, exactement. Okay. Non, déjà existantes, exactement. Déjà, on peut pas vendre du bullshit. Non, mais surtout, blague à part, ça fonctionne sur des produits physiques parce que il faut avoir moi, je viens de le faire catégorie. sur le café de l'e-commerce et c'est assez accurate, comme on dit. Hein. Ouais, bon, après, c'est encore mieux si tu remplis les trucs. Super, bravo, j'adore cette reco. Super, bah écoute, on passe au panier surprise. Le panier surprise, c'est la fin de l'émission, on relâche la pression. La vie, c'est comme un panier surprise, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Ce qui est sûr, c'est qu'on se marre. Le panier surprise, c'est la rubrique des jeux autour du e-commerce, du digital, de l'IA. Cette semaine, c'est Laetitia, c'est toi qui es la maître du jeu. Alors de votre côté, n'hésitez pas à vous prendre au jeu, à jouer contre moi, à participer de votre côté. Et puis si vous avez la bonne réponse avant moi, je vous félicite. Laetitia, tu avais 2 jeux pour nous cette semaine. Oui, j'ai 2 jeux. Un juste prix et un kit à Kikadi. On commence avec un juste prix. Adrien, si je te dis 9 milliards, tu me dis que c'est, et là je vous donne des propositions, le coût de la réforme des retraites en France, le montant de la future levée de fonds de Chine ou le chiffre d'affaires qu'une chaîne de magasins espère atteindre d'ici 2022.
Alors 2022 en parce qu'elle 2023, non. parce qu'elle va arrêter ses chiffres pour 2022. Ah oui, d'accord, ok. Non, bah écoute, je pense que c'est Shein. Je crois l'avoir lu, mais je suis pas sûr. Non, Je dirais on en a Shein. parlé, j'en ai parlé la semaine dernière et Shein, c'est pas 9 milliards, c'est 2 milliards la levée de fonds. 9 milliards, c'est pas non plus le coût de la réforme des retraites qui s'élève à 700 millions. On frôle bientôt le milliard. Non, 9 milliards, c'est le chiffre qui correspond au chiffre d'affaires que la chaîne de magasins Hard Discount Action vise à atteindre d'ici 2022. 9 milliards. Alors pour info, c'est énorme parce que si on regarde un peu les chiffres d'Action, en 2015, c'était juste 288 millions d'euros. 2021, 2,9 milliards d'euros. En fait, depuis qu'Action existe, en tout cas en France, ils ne font que croître. Et avec le contexte d'inflation, tout le monde se rue sur les hard discounters. Et pas juste ceux qui n'ont pas d'argent, mais tout le monde, ça touche tout le monde. Ouais. Bravo Adrien quand même. Pour avoir perdu, ouais, vas-y. Qui a dit Je ne pense pas que l'expression espionnage soit la bonne expression pour décrire la situation. Est-ce que c'est Mark Zuckerberg, lors de son audition face au Congrès américain en 2018 au sujet de Cambridge Analytica? Est-ce que c'est Elon Musk dans un tweet au sujet de TikTok? Ou est-ce que c'est Xu Xiu, le PDG de TikTok, qui a répondu aux questions posées par le Congrès américain hier, je crois? Ouais, moi, j'ai pas vu tout ce qu'ils ont raconté TikTok, mais en ce moment, je sais que c'est chaud. Ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis sur certaines choses qu'ils ont pu dire. Stocker les données, mais en même temps, on peut quand même y accéder depuis la Chine. Bon, je sais pas, je répondrai TikTok. Et oui, c'est bien le PDG. Le PDG de TikTok, Xu Xiu, qui a répondu hier devant le Congrès américain, effectivement, qu'il ne pensait pas que l'expression espionnage soit la bonne pour décrire la situation. La sémantique, c'est important, ouais. On doit définir correctement les mots et comment on les utilise. Bravo Adrien, tu as réussi, tu as surperformé sur ce panier surprise last minute et sur ce Kikadi. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce long épisode 148. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, le meilleur moyen, c'est de le faire vivre, de le partager, de l'aimer, de le liker, de nous envoyer toutes vos propositions, toutes vos interrogations, toutes vos suggestions. On est là, on y répondra. Adrien, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Et on attend des commentaires et des notes. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on n'a pas reçu de nouvelles notes ou de nouveaux commentaires. Donc allez sur Apple Podcast et laissez-nous un petit commentaire. À très bientôt Laetitia et au revoir tout le monde. À la semaine prochaine. À bientôt. Mais il faut satisfaire l'ensemble de notre audience.